Je vais donc présenter Philippe Nadali du Conseil territorial de santé, universitaire spécialiste. Spécialiste en gestion, il est directeur de la revue des sciences de gestion. Ses travaux portent principalement sur l'économie sociale et solidaire. Il est très investi dans le comité technique du CDCESS et participe activement à l'aide des personnes en situation de vulnérabilité. Il est également très engagé sur le thème de la sexualité et du handicap. Philippe, à vous. Merci Véronique, bonjour à tous. Merci, vous m'aviez demandé comment me présenter, je vous ai dit faites comme vous voulez. La seule chose que je retiendrai de cette présentation, et avant de parler, c'est que j'ai été un universitaire, je ne le suis plus, puisque après 42 ans, on m'a quand même mis à la retraite, mais tout simplement, c'est de dire que ce qui est encore constitutionnel, c'est qu'un universitaire parle librement, et donc que je vais essayer de l'être, et que parfois, évidemment, les propos peuvent choquer, mais c'est le but, c'est de pouvoir débattre, puisque dans une démocratie, normalement, on doit pouvoir parler de tout et avec tout le monde. Alors, s'interroger sur les représentations du handicap et de la sexualité consiste principalement à s'interroger sur le regard que les personnes non handicapées ou valides portent sur les personnes handicapées, ainsi que sur la façon dont les personnes handicapées regardent ou vivent leur propre situation. Au-delà du regard qui est toujours voilé et qui transforme la réalité, c'est tout le poids de la culture qui se trouve mobilisé et qui interfère dans les relations interpersonnelles. Tel est le propos d'Alain Giamy, qui va me succéder, et que je me permets de lui emprunter pour cette introduction sur le thème choisi cette année à notre 4e journée, et oui, sur le handicap. Alors qu'ils ne sont pas un ou le, mais des, et non pas des en fonction seulement des pathologies ou des classements administratifs, mais des parce que ce sont des personnes. Je dis bien des personnes et non des individus, comme l'administration, qu'elle soit policière ou sanitaire, mais différente en ce moment, les comptabilise ou les répertorie. Je disais donc qu'on peut légitimement constater que dans l'univers français, l'expression de la sexualité des personnes en situation de handicap peut même être considérée par certains comme un risque sociétal. De ce fait, et peut-être très en retrait par rapport au monde anglo-saxon, l'ensemble des publications et des recherches mettent en avant un manque partiel, voire total, d'accompagnement des personnes handicapées vis-à-vis de leur sexualité. Jean Adnet, qui nous a quittés en 1972, a publié en France, dans un quasi-désert, la première autobiographie qui s'appelait D'un autre monde, parue en 1955. Il y insistait sur l'absence de vie affective et sexuelle d'un infirme, comme on le disait alors. C'est sa vie, ou c'était sa vie et son ressenti. Des années 1950 à sa mort, il refuse sa condition de paria sexuel et sa relégation. Il faut noter que l'Église, qui incarne une grande partie de la morale d'alors, prône dès Pie XI, dans la cyclique Casti Conbi du 31 décembre 1930, le contre-pied des idées racialistes et eugénistes de l'époque, en condamnant ceux qui voudraient voir les pouvoirs publics interdire le mariage à tous ceux qui, d'après les règles et les conjectures de leur science, leur paraissent, à raison de leur hérédité, devoir engendrer des enfants défectueux. Vous aurez bien vu, évidemment, toutes ces règles eugéniques qui reviennent régulièrement. Il a fallu attendre le début des années 1970 pour que le débat quitte exclusivement la sphère de la morale pour entrer dans celle du droit et en particulier des droits revendiqués. C'est en 1972, l'année où meurt Jean Adnet, que se constitue un comité de lutte des handicapés souhaitant s'opposer aux quêtes annuelles organisées sur la voie publique par les principales associations de personnes handicapées. À partir de 1974, ce collectif publie un journal qui s'appelle, peut-être le connaissiez-vous, Les handicapés méchants, qui proclame que les handicapés demandent à être entendus et consultés à toutes les instances,
Ils désirent rester maîtres de leur orientation. Ces associations s'inscrivent dans le mouvement inspiré de la pensée de Michel Foucault, en lutte contre toutes les formes d'enfermement et prônant, puisqu'elles sont d'extrême gauche à l'époque, la destruction de l'État capitaliste responsable de nombreux handicaps, je cite leur publication. Après la crise du sida, qui retarde toute l'avancée au nom déjà des impératifs sanitaires à court terme, c'est Marcel Nuss qui fait émerger de nouveau la réflexion sociétale en France sur sexualité et handicap. Nous avions prévu d'inviter Marcel Nuss lors des premières journées concernées à ce sujet en 2017. Nous avons reçu alors les menaces d'une association pourtant subventionnée par les pouvoirs publics et que la simple liberté de parole et le débat gênaient. Vous voyez qu'il n'y a pas forcément besoin d'islamistes pour attenter à la liberté. Et pourtant, on doit à Marcel Nuss d'être à l'origine des journées d'études dépendance physique, intimité et sexualité des 27 et 28 avril 2007 qui se sont tenues au Parlement européen de Strasbourg, qui n'est pas une officine révolutionnaire. Il avait réussi à obtenir le soutien de l'Association française des myopathies, l'AFM, de l'Association des paralysés de France et de la coordination handicap et autonomie, pour poser sa demande de modifier la loi de répression du proxénétisme qui empêche toute création de services sexuels en France. Il est évident que cette interrogation qui demeure découle, comme je l'avais dit l'an passé, de la loi de 2005 et de la logique de permettre à toute personne en situation de handicap d'exercer la plénitude de ses droits dans la société qui se dit inclusive. Tout le problème de nos sociétés est constitué de ce que la norme des droits, une fois précisés, ceux qui sont fondamentaux, et encore, est sujette aux variations des mœurs et des modes, comme le pressentait déjà Chateaubriand dans ses mémoires d'outre-tombe. C'est à la fois la force de la démocratie et la limite même de la pérennité de ses engagements. De ce fait, cet empilement de droits qu'on peut qualifier de subjectifs, puisqu'ils ne sont pas intangibles, est en permanence en rivalité entre les différents groupes et intérêts. Les handicapés ne sont pas forcément les mieux pour se défendre, et c'est donc les autres qui deviennent les arbitres de ces combats, chacun pour ses droits. Et puisqu'elle en toujours les allées du pouvoir, rappelons-nous qu'au projet de loi instituant les aidants sexuels, que préparait alors le député UMP Jean-François Chaussy, Roselyne Bachelot avait répliqué « Vous pensez que la ministre des droits de la femme va soutenir un truc pareil ?» C'était en 2011. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres, car les pratiques suivent le peu d'études et de recherches jusque-là faites en France, comme on l'a vu. Or, notre système, plus administré que celui de notre voisin allemand, réclame en permanence des normes que les hautes autorités et comités consultatifs, dont la France s'est dotée en nombre, s'évertuent à proclamer pour le grand bien de notre suradministration en matière de santé notamment. Retenons que les proclamations de bonnes intentions ou de bonnes pratiques sont lettres mortes. En mars 2013, le Conseil national consultatif des personnes handicapées se prononce pour la mise en place des assistants sexuels, tandis que le Conseil national d'éthique, consultatif lui aussi, que préside alors Jean-Claude Ameisen, se prononce contre. C'est à ce moment que le président du Conseil général de l'Essonne, Jérôme Guedj, avait lui-même lancé la réflexion pour une approche éthique de ce sujet toujours brûlant, et je participais alors à cette réflexion. Là encore, le dogmatisme a tué dans l'œuf tout débat et les insultes, comme de taxer ceux qui voulaient réfléchir de proxénètes, sont autant de salissures morales pour ceux qui ont osé les proférer. Mais peu importe, semble-t-il, ces débats, puisqu'au même moment, en janvier 2013, un hôpital psychiatrique de Gironde est condamné pour avoir interdit les relations sexuelles entre patients à tous les malades d'une unité. La Cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que cet hôpital leur imposait une suggestion excessive, trop générale et trop absolue. Ce qui ne veut pas dire qu'elle interdisait qu'on interdise les relations sexuelles.
On était en 2013. On le voit, appartenir au monde sanitaire ne confère pas un respect plus particulier envers les personnes, et en particulier envers les personnes en situation de handicap. C'est dire que ce respect du libre arbitre des personnes peut être à peu près ignoré partout ailleurs du fait de l'immense dispersion des situations tant familiales que locales. Que la déficience des personnes soit physique, motrice ou intellectuelle, les connaissances et moyens transmis aux personnes pour revivre leur sexualité semblent davantage le fruit d'initiatives locales, d'institutions, de professionnels dans ces institutions, d'aidants et d'acteurs de terrain que d'une politique sociale appliquée à l'ensemble du pays. Cette opposition entre les droits est à l'heure actuelle, toujours tranchée en défaveur des personnes en situation de handicap en France. L'exposé du docteur Sixou à nos journées l'an dernier a bien démontré que d'autres pays voisins, Belgique ou Allemagne, mais nous le savons aussi la prude Suisse, ont arbitré, car il s'agit bien d'un choix sociétal, autrement que nous. La réponse dogmatique prétendant d'une Ségolène Neuville, alors secrétaire d'État aux personnes handicapées en 2015, est celle-ci: la vie sexuelle des personnes handicapées ne doit pas se résumer à un recours à la prostitution. Limite par trop le débat à cette question du proxénétisme qui est plus dogmatique que respectueuse des droits de chacun. Notre société française est en Europe parmi celles qui résout les questions par principe plus que par débat dans bien des questions sociétales, comme si l'autre avait par nature tort puisqu'il ne pensait pas comme nous, et que même parfois on lui enjoignait de ne pas émettre un avis. Et si la réflexion sur la vie affective, sentimentale et sexuelle des personnes en situation de handicap doit avoir lieu, comme le déclarait toujours en mars 2013 Arlette Carlotti, qui était ministre en charge, elle ajoutait prudemment: le débat ne doit pas se résumer à la seule question des assistants sexuels. Nous en sommes tous bien conscients, car le sujet de la vie sentimentale et sexuelle ne se résume pas à des actes physiques, mais il ne peut pas non plus continuer de se briser sur l'omerta et les tabous qui favorisent les déclarations tonitruantes, les excommunications ou les approbations de principes qui nuisent à la réflexion pour trouver la meilleure solution possible à l'épanouissement dans la plénitude de nos concitoyens. On peut même appeler cela fraternité. Sophie Cluzel a courageusement relancé le débat. Mais hélas, c'était en février et depuis s'est passé des événements, c'était le 9 février, et elle avait saisi le CNCE, jadis opposé à cette solution. Le problème demeure bien sûr la marchandisation du corps, qui, avancée avant toute réflexion, entrave depuis des années toute proposition. Réfléchir et débattre, même en démocratie, semble toujours aussi difficile. En effet, et pour revenir au temps immédiat, on a oublié très largement au niveau gouvernemental, mais pas seulement, depuis quelques mois, ce qu'est la santé. Cela s'est fait devant nos yeux ébahis encore, au profit très réducteur du combat contre un seul virus. On commence à s'en soucier, si j'entends quelques-uns des protagonismes, de cette afflictive maltraitance institutionnelle, mais nous, ici, savons bien que la santé n'est pas simplement ne pas être malade, mais bien jouir, un très beau mot, d'un état de bien-être physique, mental et social, comme le précise l'OMS, et que donc la santé sexuelle est bien un élément fondamental de cette santé. Le répéter n'est pas neutre, car l'oubli des fondamentaux explique que la société peut naturellement fermer les yeux par peur et par égoïsme généré par cette peur, sur toute une population moins visible du fait du confinement à répétition et de ce fait constituée par les moins favorisés. Nous ne devons pas perdre de vue que nous risquons une régression considérable sur la prise en compte de l'épanouissement, du bien-être et du plaisir de nos concitoyens handicapés du fait d'une priorisation toute matérialiste et mercantile des besoins déjà imposés à la population tout entière.
Peut-être ne savez-vous pas que notre département est investi d'une mission expérimentale depuis janvier 2019 de recueil de la parole et de l'accompagnement des réclamations et plaintes en santé. Nous sommes le seul département d'Île-de-France et l'un des 3 en France. C'est dire que les remontées de terrain qui me sont parvenues depuis quelques mois en matière d'abandon, de maltraitance, parfois suivies de décès des personnes handicapées, me glacent et me terrorisent. C'est bien toute une société sanitaire qui, prise de panique et dans un sauve-qui-peut général, a préféré abandonner la veuve et l'orphelin. C'est dire, pour ce qui nous concerne, nos concitoyens handicapés, à commencer par les handicapés mentaux. Je me garderai bien de faire une quelconque référence à l'histoire du siècle passé. Elle serait évidemment anachronique, excessive, voire inexacte quant au fondement. Mais on ne peut malgré tout ne pas penser que le regard de notre société s'affranchit bien vite de la civilisation lorsque le péril semble la menacer. Qu'est-ce qui, lorsque même le soin basique n'est plus assuré convenablement, est essentiellement, pour reprendre ce qualificatif qui depuis quelques semaines anime médias et politiciens en mal de débat télévisuel? Certainement pas notre sujet, pourrait-on croire. Le regard sociétal sur la sexualité des personnes en situation de handicap. Eh bien si, car grâce à votre participation importante en nombre, grâce aux intervenants de cet après-midi, grâce aux organisateurs, Véronique Leral et Roberte Concy, notamment car dès que l'on cite quelques-uns, on est injuste envers ceux qu'on ne cite pas, nous démontrons que nous avions raison il y a 4 ans de croire que nous pouvions enfin parler de ces sujets que d'aucuns encore veulent taire. D'ailleurs, si l'on lit Jean-Luc Letellier, il n'existe pas une sexualité spécifique aux personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité. Leur vie, poursuit celui qui a mené une recherche-action, ce que j'appellerais une recherche-action de plus de 10 ans, remet en cause notre propre handicap face à la chose sexuelle. Et il nous invite à avoir le courage de le remettre en cause, et je le cite, et de remettre en cause certains dogmes, même labellisés, car aucune méthodologie, même labellisée, aucune recommandation ou méthodologie la plus professionnelle soit-elle, ne fera évoluer une situation de double peine où la privation de l'accès au plaisir vient s'ajouter aux nombreuses difficultés d'accès à la vie citoyenne pour les personnes véritables. Parler à temps et à contre-temps est notre force de conviction que la vie affective, la sexualité font partie de la personne et que chaque personne, qu'elle soit handicapée ou non, est experte de sa propre vie dans tous les domaines. C'est elle qui doit décider de sa vie. Une fois réaffirmée cette conviction, c'est un torrent d'interrogations qui surgit. Interrogations sociétales ou interrogations de pratique, dont je cite quelques-unes qui, prises seule à seule, sont le sujet d'une réflexion complexe ou pourrait l'être. Est-ce possible qu'un couple vivant en établissement soit aidé concrètement de ses relations sexuelles? Les personnes avec une déficience intellectuelle ne font-elles pas encore peur dans leur manifestation de leur désir sexuel? Comment mettre en place des programmes d'éducation sexuelle à destination des personnes ayant un handicap intellectuel? Comment accompagner des femmes handicapées intellectuelles ayant été abusées? Comment faciliter l'expression des femmes handicapées et des personnes homosexuelles sur leurs besoins, leurs envies et leurs désirs de sexualité? Voilà autant de questions qu'après l'exposé d'Alain Giamy, je pense que les contributeurs, tant sur les solutions numériques en éducation sexuelle que sur les vécus autour de l'accompagnement sexuel des personnes en situation de handicap que présenteront Isabelle Dacosta et Florence Leguebert, mais Gécasse, pourront aborder un peu en favorisant les échanges qui s'en suivront. Et si je puis me permettre, pour citer en conclusion, alors avec un mauvais accent anglais, Einstein, we cannot solve problem with the thinking that created them. Autrement dit, je le traduirai, on ne peut résoudre un problème avec la même pensée qui a généré le problème, ou on peut ne pas résoudre un problème avec ceux qui ont généré ce problème. Cela est valable ici, comme sans doute dans le domaine de la santé. Bon après-midi.